Bonjour, je suis Sylvie Bortoli. J'exerce mon activité de recherche au sein de l'équipe Métatox à l'INSERM UMR 1124, dirigée par Robert Barouki. Et je remercie les organisateurs de la 4e école clinique de la Société française de nutrition de m'avoir invité à discuter de l'utilité et de la faisabilité d'un Toxiscore. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer la très grande diversité des contaminants environnementaux qui peuvent se trouver dans nos denrées alimentaires. Cette contamination est possible à n'importe quel stade de la chaîne alimentaire. Elle a lieu tout au long de notre vie, de manière quotidienne. Et ces contaminants, en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, eh bien, ils peuvent persister extrêmement longtemps dans notre environnement et donc le polluer de manière très durable. La contamination de notre alimentation, elle peut avoir différentes origines. Tout d'abord, elle peut avoir une origine naturelle. C'est le cas d'une contamination par des mycotoxines, qui sont des toxines produites par certains champignons pathogènes. Cette contamination, elle peut avoir une origine anthropique. Cela concerne des contaminants que l'on trouve dans l'air, dans l'eau, dans le sol, qui peuvent, en fonction de leur composition, persister très durablement. C'est le cas des polluants organiques persistants, ou POP. On peut également trouver dans cette catégorie des métaux lourds. Les pratiques culturales agricoles sont également une source de contamination avec les pesticides, mais aussi avec les médicaments vétérinaires qui sont utilisés pour traiter les animaux d'élevage. La contamination peut également être générée par la transformation industrielle des produits alimentaires avec la génération de composés de type acrylamide ou furane, par exemple, qui sont produits lorsque les aliments sont chauffés à très haute température. Les phases d'emballage des denrées alimentaires pour la vente sont également une source de contamination avec une migration possible des substances indésirables vers la denrée alimentaire. Là, on va être dans des polluants appartenant aux familles des phtalates, des bisphénols, etc. Et enfin, la phase de préparation des aliments pour le repas va être également une source de contamination. Et là, je vous ai représenté en haut à droite de cette diapositive l'image de viande cuite au barbecue. C'est un mode de cuisson qui est particulièrement susceptible de générer des substances telles que le benzoapyrène, qui est extrêmement toxique. C'est un cancérigène de type 1. Dans cette diapositive, de manière pas du tout exhaustive, j'ai voulu vous représenter un certain nombre d'aliments qui sont susceptibles d'être contaminés. Alors, il y a les poissons, ça va être principalement par des métaux lourds, mercure, cadmium, plomb. Les viandes, fromages, les œufs, les poissons gras, vont être contaminés potentiellement par des dioxines, des PCB, des polybromodiphényléthaires. Le mode de cuisson et de transformation de l'aliment est susceptible de générer du benzoapyrène, de l'acrylamide, du bisphénol. On voit ici du poisson qui est cuit en papillote. C'est typiquement un mode de cuisson qui peut entraîner une migration de l'aluminium vers le poisson. Le pain et les graines peuvent être contaminés par des pesticides et des mycotoxines. Les produits ultra transformés contiennent des additifs alimentaires dont l'innocuité n'est pas toujours démontrée, bien au contraire. Ils peuvent également contenir des furanes, de l'acrylamide. Et enfin, les fruits et les légumes peuvent être contaminés par des pesticides, des dioxines et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors tout ça, ce n'est pas du tout exhaustif et voilà, ça n'avait pas pour objectif de faire
une revue détaillée des différents contaminants qui peuvent polluer notre alimentation. Alors, quel est le devenir des contaminants alimentaires dans notre organisme? Alors, ce devenir, il va dépendre des propriétés d'absorption, de distribution tissulaire, de biotransformation et d'élimination du contaminant. Un contaminant, appelons-le X, lorsqu'il pénètre dans nos cellules, dans les cellules de notre organisme, il va être pris en charge par toute une machinerie de détoxication qui vise à le transformer pour favoriser son élimination. Donc, ce produit, ce contaminant, lorsqu'il rentre dans nos cellules, il est pris en charge par des enzymes de phase 1, typiquement des cytochromes P450, puis des enzymes de phase 2, de type glutathion transférase, et enfin, il va être pris en charge par des protéines de type MRP qui vont favoriser son efflux et son élimination, principalement par la bile et par l'urine. Quelles sont les conséquences d'une exposition à des produits toxiques? Eh bien, lorsque les contaminants pénètrent dans nos cellules, ils se lient à des récepteurs des xénobiotiques, AHR, CAR, PXR, et la liaison d'un contaminant à un récepteur des xénobiotiques va entraîner l'activation du métabolisme des xénobiotiques, c'est le processus de biotransformation que je vous ai présenté à la diapositive précédente. Et cette activation du métabolisme des xénobiotiques s'accompagne d'une perturbation de la signalisation des ligands endogènes. En effet, les récepteurs des xénobiotiques possèdent une signalisation endogène qui va être très perturbée par l'utilisation du récepteur pour lier les contaminants. Les contaminants peuvent également lier de manière illégitime un certain nombre de récepteurs, notamment des récepteurs d'hormones stéroïdiennes, des récepteurs des œstrogènes, des récepteurs des androgènes, des récepteurs des hormones thyroïdiennes. Et ils peuvent également se lier à des récepteurs qui sont importants pour la signalisation des lipides. C'est le cas des récepteurs de type PIPAR. L'ensemble de ces liaisons légitimes et illégitimes va conduire à des perturbations endocriniennes et à la mise en place d'un stress métabolique qui, s'il est pérenne, peut conduire à des perturbations métaboliques et à des phénomènes cellulaires et des processus cellulaires et moléculaires de type apoptose, inflammation, prolifération, migration. L'ensemble de ces processus pouvant intervenir dans l'émergence de pathologies métaboliques, neurologiques ou cancéreuses. Les conséquences d'une exposition à des produits toxiques dépendent aussi de la dose d'exposition, de la durée de l'exposition, de la fréquence de l'exposition, de l'efficacité du système de détoxication et de la fenêtre d'exposition. Il est évident que la contamination n'a pas le même impact si elle survient in utero, chez le fœtus in utero, pendant l'enfance ou chez une personne plus âgée. Donc la fenêtre d'exposition, c'est une notion qui est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de définir des populations plus ou moins vulnérables et on pourra revenir sur cette notion-là après. Alors, comment a émergé la notion de Toxiscore? Cette idée, elle provient d'ateliers qui ont eu lieu au cours de la préparation des États généraux de la prévention des cancers de la Ligue nationale contre le cancer. Et au cours de ces ateliers, on est parti du constat que près de 40% des cancers sont évitables et cela nous a conduit à faire émerger des propositions pour changer les comportements. Et le concept étant que le public devrait pouvoir avoir accès à des informations qui soient compréhensibles concernant les produits potentiellement cancérigènes et leur utilisation, de manière à pouvoir contrôler, mieux contrôler en tout cas, son exposition en toute connaissance de cause. Donc parmi les idées qui ont émergé, eh bien, évidemment, l'étiquetage des produits contenant des substances chimiques,
serait à améliorer de manière à contenir des informations qui soient compréhensibles, claires et facilement interprétables par le public. Alors, est-ce que le Toxiscore, c'est une notion qui est utile? Alors moi, j'ai envie de vous répondre oui. Cela requiert de rendre plus transparente la composition des produits de consommation, de manière à mettre en évidence de manière claire et facilement compréhensible la présence de substances toxiques. Et ça, c'est une partie qui est plutôt à gérer par la réglementation vis-à-vis de l'agroalimentaire notamment. Et puis, favoriser chez le citoyen, chez le consommateur, une éducation à la santé pour promouvoir des comportements qui minimisent l'exposition à des produits néfastes pour la santé. L'ensemble de ces processus étant de nature à aider le consommateur, le citoyen, à faire des choix de consommation éclairés. Quelle est la faisabilité de la mise en place d'un Toxiscore? Alors là, on va voir que cette question, elle va en faire découler de nombreux autres. Le prérequis de la faisabilité de la mise en place d'un Toxiscore, c'est d'abord d'identifier et de quantifier les substances potentiellement toxiques qui entrent dans la composition d'un produit. Alors, dans le cas d'un produit non alimentaire, par exemple les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits ménagers, les produits de jardinage, la composition est plus ou moins lisible, plus ou moins explicite. Elle révèle la présence de composés chimiques toxiques que parfois on peut, on peut identifier facilement. Voilà, s'il y a écrit parabène dans la composition d'un produit ou s'il y a écrit formaldéhyde, voilà, on va être alerté. Mais tout cela ne tient pas compte de l'effet des mélanges. Il est évident que si on peut avoir une idée un peu précise sur le plan mécanistique de la toxicité d'un composant seul, l'interaction de ce composant avec d'autres substances n'est pas simple à établir. Cette toxicité des mélanges n'est pas simple à établir. Donc, est-ce qu'il faudrait attribuer un Toxiscore en fonction de la présence d'au moins un contaminant toxique, par exemple la présence d'une substance cancérigène ou la présence d'au moins un perturbateur endocrinien? C'est une question qu'on peut se poser. Dans le cas d'un produit alimentaire, si c'est un produit brut, non transformé, eh bien, la première question à se poser, c'est est-ce que les contaminants ont été dosés dans ce produit brut non transformé? La plupart du temps, les contaminants n'ont pas été dosés, bien entendu. Alors, s'il s'agit d'un produit bio, c'est-à-dire un produit qui est susceptible d'être plus sain, c'est-à-dire sans pesticides, sans contaminants générés par la transformation, on peut se demander quelle est sa provenance ou quel est son mode de production. Et est-ce que ce sont des processus qui peuvent générer de la toxicité ou un bilan toxique qui est néfaste. Alors, si on prend l'exemple d'un avocat, eh bien, un avocat, ça a une empreinte carbone très élevée. C'est 1,3 kg de CO2 émis pour 1 kg d'avocat. C'est une production qui requiert énormément d'eau, de l'ordre de 1000 litres par kilo d'avocat. Si on prend l'exemple d'une mangue, une mangue bio, mais du Pérou, une pêche bio, mais d'Espagne. Donc, là, il y a le coût carbone lié à l'acheminement de ces denrées. Et puis, il y a également le problème des normes qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Donc, est-ce que le Toxiscore devrait également intégrer un scoring en fonction de la provenance de la denrée? Eh bien, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Lorsqu'il s'agit d'un produit alimentaire qui est un produit transformé, on peut se demander quel est le degré de transformation. Il est évident qu'un yaourt nature, ça n'a pas le même degré de transformation qu'une crème caramel, une crème dessert au caramel. Or, on sait que les préparations culinaires industrielles ou ménagères des denrées alimentaires produisent des réactions chimiques qui sont à l'origine de la formation de composés dont certains peuvent être indésirables. On appelle ça les composés, les produits néoformés.
Ces produits sont issus des traitements thermiques, de procédés de fermentation ou de procédés de conservation et ils sont extrêmement nombreux. L'évaluation des risques liés à ces composés néoformés pose plusieurs difficultés majeures, notamment la capacité d'identifier et de quantifier ces produits néoformés dans les denrées alimentaires, et puis aussi de déterminer leur véritable impact toxicologique qui est à considérer au sein d'une matrice alimentaire dont la composition même évolue avec les traitements concernés. Alors, quels sont les contaminants potentiellement toxiques? Donc, on a dit des contaminants qui sont dans les ingrédients bruts, pesticides, hydrocarbures, aromatiques polycycliques, ceux qui sont générés au cours du processus de transformation. Donc, j'ai représenté dans ce tableau qui provient de données de l'ANSES en 2015 un certain nombre de ces produits. Ce n'est encore pas une liste qui est exhaustive, mais vous avez dans la colonne de gauche des produits comme l'acrylamide, des amines aromatiques hétérocycliques, des carbamates d'éthyle, du furane, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Vous avez dans la colonne du milieu les processus qui sont impliqués dans la génération de ces molécules. On retrouve les traitements thermiques à haute température, les processus de fermentation, les processus de fumage et les processus de saumurage. Et vous avez dans la colonne de droite les matrices alimentaires qui sont concernées par type d'aliments, donc des végétaux, du pain, du café, etc. Vous pourrez regarder cette liste qui est encore une fois pas exhaustive. Parmi les contaminants qui sont potentiellement trouvés dans les produits transformés, on trouve les additifs, qui sont des contaminants qui sont délibérément ajoutés au cours des processus de transformation par les industriels de l'agroalimentaire. Les contaminants générés par le mode d'emballage, on a déjà évoqué les phtalates, les bisphénols, on peut également ajouter l'aluminium, on peut ajouter la cellulose, on peut ajouter les perfluorés. Et il y a enfin les contaminants qui sont produits au cours du processus de préparation, mode de cuisson, réchauffage, utilisation par exemple du micro-ondes. Le chauffage à haute température, ça va générer une possible migration de molécules indésirables présentes dans le contenant vers le contenu. On a évoqué tout à l'heure la question de l'aluminium. Donc, on voit que les processus de transformation des produits, notamment par l'alimentation industrielle, par l'industrie agroalimentaire, mais aussi chez nous, dans notre cuisine, on peut aussi générer des contaminants alimentaires très toxiques. Donc, de nombreux contaminants, des natures de contaminants très, très variées, avec différentes familles de contaminants au niveau chimique, une identification et une quantification complexe, un effet mélange qui est difficile à évaluer. Donc, aujourd'hui, de quoi dispose-t-on comme outil pour s'y retrouver, pour se repérer dans tout cela? Alors, il y a le Nutri-Score, dont parlera tout à l'heure Chantal Julia, qui est une classification conçue par Santé publique France qui s'appuie sur les travaux de l'équipe de Serge Ekberg. C'est un logo très, très visuel qui est basé sur un système d'étiquetage à 5 niveaux, de A à E, du vert au rouge, et qui est établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Il y a le Nova-Score, dont va parler Isabelle Souchon, qui est une classification des aliments proposée par des chercheurs épidémiologistes brésiliens et qui tient compte de l'étendue de leur transformation industrielle plutôt que de leurs simples propriétés nutritives. Donc, dans ce cas, il y a une classification en 4 groupes qui met en évidence le degré de transformation, mais les valeurs nutritionnelles de l'aliment ne sont pas prises en compte.
Il y a de multiples applications qui émergent, Open Food Fact, Yuka et SIGA, et vous allez aussi avoir une intervention sur ce sujet. Et ceci m'amène à une réflexion sur peut-être la nécessité ou la possibilité, la potentialité d'une intégration finalement du Nutri-Score, du Nova-Score et du Toxi-Score dans un score qui serait plus global et qui intégrerait de manière synthétique et bien à la fois les valeurs nutritionnelles d'un aliment ou d'un plat préparé, son degré de transformation et la présence de produits, de substances potentiellement toxiques. Donc, en attendant un potentiel Nutri-Nova Toxiscore, il faudra trouver un acronyme, un petit nom un peu plus facile à prononcer. Il semble nécessaire d'augmenter le niveau d'information du consommateur citoyen, d'améliorer la lisibilité et le caractère explicite de l'étiquetage, de manière à identifier les substances potentiellement toxiques. Et cela requiert, cet item-là requiert l'adhésion de l'industrie agroalimentaire à ce type de contraintes. Alors, je ne sais pas s'il faut espérer une adhésion spontanée, mais peut-être que la réglementation pourra inciter l'industrie agroalimentaire à faire des efforts pour rendre plus clair l'étiquetage, informer, éduquer dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de la vie, renforcer la composante toxicologique dans l'enseignement de la nutrition, dans les filières médecine, les filières nutrition, diététique, etc. Consommer des aliments, évidemment, favoriser la consommation d'aliments les moins transformés possibles, être vigilant sur le mode de réchauffage et de préparation des aliments, éviter les produits ultra transformés, même ceux labellisés bio, et être attentif aux fenêtres d'exposition et de vulnérabilité particulières. Notamment, on a évoqué la femme enceinte, le bébé in utero, les premières années de la vie, la puberté, voilà, qui constituent des moments de la vie où l'exposition peut avoir potentiellement des conséquences pour la vie future graves en termes de santé. Je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions.